Alors, je vous propose qu'on finisse cette première journée du colloque avec notre troisième session consacrée aux conceptions des futurs engagés dans l'activité des collectifs. Alors, pour cette session, on a sollicité plusieurs discutants possibles qui nous ont fait un peu défaut. Et donc, c'est Jean-Michel qui va s'y coller. Et avant ça, donc on va écouter dans l'ordre les trois projets suivants. Donc le projet sur transition écologique et quartier populaire, puis le projet Saillant, et puis le projet Numact. Donc voilà. Alors je sais pas si c'est Bruno ou Vincent. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bruno qui s'y colle. Ok. Eh ben écoute, c'est parti. Salut Bruno. Alors je vais essayer de partager l'écran. C'est bon, vous le voyez là? Ouais, super. Si tu peux le mettre en diaporama complet. Alors, le problème c'est qu'après je vois plus du tout. C'est bon là? Ouais, alors en fait, Mode présentateur. Ouais, nous on voit le mode présentateur. On voit tout. Voilà, je n'ai rien à cacher. Non, en fait, c'est pas tant ça, Bruno, c'est parce que comme on filme et après on va diffuser, c'est quand même mieux. Mais bon, je sais pas si on va y arriver. Non, je pense qu'il faut que tu te mettes en plein écran comme tu étais. Et Ouais. tu sais, tu as un petit bouton inversé. Et je pense que peut-être ça peut marcher. Non, mais ça va aller, je vais faire comme dans les cours, comme ça sera plus simple. Alors. On a tous développé des compétences. Des Le savoirs. problème c'est que les stratégies sont jamais valables une fois sur deux. Eh oui, c'est ça. Hop. Et encore là, C'est mieux là. Ouais, ça ira comme ça, c'est bien. Ah, attends. On va gagner un peu en lisibilité là. Hop, c'est bon là? Ouais, super. c'est parfait. Bon, là, merci de l'organisation à distance, même si c'est pas rigolo, mais ça, je pense qu'on est tous bien convaincus. Alors, je vais présenter quelques éléments qui sont dans le cadre d'une étude qu'on a menée avec beaucoup d'autres chercheurs, mais là, je renvoie à la liste sur le document, et surtout beaucoup d'acteurs associatifs et des acteurs institutionnels qui étaient de saisir un peu les conditions de transformation d'une friche industrielle, en ferme urbaine, avec cette particularité que cette ferme urbaine était le lieu de rencontre entre différents projets qui tentaient de se construire en même temps sur le même territoire à partir de cette expérimentation de ferme urbaine. Et cette ferme urbaine devenait finalement un lieu d'agrégation et de développement de différents projets. Donc il fallait à la fois coordonner l'ensemble de ces projets et puis interroger la manière dont se construit le projet, mais ça, on verra ça demain. Ici, c'est plutôt une réflexion qui poursuit ce que dit Jean-Michel ce matin sur ce qu'on appelle la transition écologique. Alors, on avait bien évidemment eu une séance animée par Raphaël Laher. On avait vu effectivement une certaine manière de concevoir la transition écologique, à la fois dans ses méthodes et dans ses finalités. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ce projet de la ferme urbaine à Roubaix, on est sur une concurrence des récits de transition écologique, ce qui est assez classique. Je pense qu'on l'a à peu près tous vu dès lors qu'on interroge un peu les acteurs sur ce qu'ils pensent être la transition écologique. On voit bien qu'il y a des récits qui sont différemment construits, mais à partir de blocs, de briques finalement assez partagées. On va toujours retrouver cette idée de la préoccupation climatique, cet enjeu de la biodiversité qui est sans doute moins présent, parce que plus difficilement saisissable. Il y a cette question du rapport entre les inégalités sociales et la question écologique. On a bien vu qu'elle était extrêmement importante et centrale, mais perçue sans doute d'une certaine manière aussi par rapport à cette question de la question écologique. Il y avait cette importance aussi d'incarner localement cette idée de transition. Et puis, un élément extrêmement important aussi, c'est le concept d'innovation. Alors, on peut le décliner sous différentes formules, termes, à savoir l'expérimentation, l'inventivité, etc., etc. Mais
en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation qui peut s'appuyer sur des dimensions techniques. Il y a deux équipes qui travaillent sur la question numérique, par exemple, mais aussi l'innovation sociale, hein, l'inventivité des acteurs, etc. La deuxième chose qui est intéressante dans ces récits, encore une fois, vous voyez, c'est une question de dosage hein, par rapport à ça, c'est la valorisation de l'expérimentation. C'est comment finalement on s'appuie sur un ancrage effectif, une espèce de traduction en acte hein, finalement, qui permet de valoriser cette hypothèse de la transition, de la construction de la transition. Et là, on voit bien comment on insiste beaucoup sur les dimensions méthodologiques, hein, notamment ces dimensions inclusives, participatives, etc., censées produire une transition écologique plus harmonieuse entre les humains et les non-humains, ce qui est évidemment tout à fait discutable sur un certain nombre de dimensions, on y reviendra. Et puis, il y a aussi le fait que cette transition écologique, elle n'a pas forcément comme vision les mêmes conséquences, les mêmes temporalités, c'est-à-dire à la fois une manière de se projeter dans ce que l'on souhaite construire comme transition écologique, hein, parce qu'après tout, la transition, c'est jamais qu'une méthode, on va d'un endroit A à un endroit B, et cet endroit B, pourquoi est-ce qu'il serait plus désirable ou moins préjudiciable que l'endroit A qu'on vient de quitter? Et donc, il y a aussi cette question du rythme de la transition qui est important. Est-ce qu'il y a cette question d'une urgence? Est-ce que l'urgence, c'est aujourd'hui, c'était hier? Est-ce qu'elle est demain? Et donc, ça n'entraîne pas forcément la même manière de concevoir le rapport au projet. Alors, par rapport à ça, l'idée, c'est de voir comment ces questions sont incarnées sur la proposition d'expérimentation à partir d'une ferme urbaine circulaire du Trichon. Hein, ça, c'est la désignation que donne une partie des acteurs qui sont dans ce projet, avec ce schéma qui reproduit un modèle assez positif, assez performatif de ce que ça va être. Donc là, il y aurait par exemple l'habitat partagé, un square nourricier, un maraîchage, un espace là de coproduction de savoir, hein, d'éducation populaire, etc., une ferme des producteurs, et puis des expérimentations techniques issues de micro-entreprises qui viendraient s'installer sur le site, etc. Alors ça donne la part belle à l'initiative qui viendrait par le bas, et évidemment, ce type de projet n'est possible que parce qu'il y a une collaboration effective avec les institutions locales, les collectivités, la mairie, mais aussi ceux qui sont détenteurs des titres de propriété, par exemple, hein, du bâti, les bailleurs, etc. Donc, on voit bien comment ce projet de rénovation d'une ancienne friche industrielle permet d'incarner de visu, hein, dans une forme de réalité, cette question de la construction d'une transition écologique. Alors, je n'insiste pas sur les dimensions méthodologiques, elles sont à peu près parallèles et identiques à beaucoup de projets qui ont déjà été présentés depuis ce matin. On pourrait y revenir si vous voulez, mais il y a évidemment de l'observation participante, il y a de la recherche-action avec un statut du chercheur qui est différencié suivant les chercheurs, bien évidemment, et suivant aussi, là aussi, la manière, on ne l'a pas beaucoup évoqué depuis ce matin, la manière dont les propres chercheurs construisent leur propre représentation de ce que devrait être la transition écologique. Et dans cette transition écologique, la hiérarchie qui devrait être faite entre la question sociale ou la question écologique, etc. Bon, on y reviendra peut-être après. Alors, comment on construit un récit partagé? Alors, sur les 3 années d'études, parce qu'il y a une petite période d'interruption, sur ce récit partagé, c'est la manière dont on va construire une méthode d'animation hein, et d'inclusion des acteurs. Alors ça, c'est la proposition méthodologique. L'objectif, c'est plutôt de stimuler l'imaginaire. Ça, c'est un peu la méthodologie que propose Rob Hopkins dans le mouvement des villes en transition, c'est-à-dire à la fois de partir d'un projet fictionnel, et donc là, c'est tout ce qu'on va construire sur, comme le fait du PC, hein, des ateliers de la transition où les acteurs locaux, les habitants sont invités à proposer un imaginaire de ce qu'ils souhaitent voir dans l'avenir, etc. Mais on voit bien que cette vision fictionnelle du devenir, elle est aussi construite hein, par les acteurs institutionnels. La mairie de Roubaix, par exemple, a une projection de ce qu'elle envisage comme futur de sa collectivité, de son territoire. Et puis, il y a aussi les bailleurs sociaux hein, qui ont leurs propres objectifs et qui ont aussi cette vision du devenir.
Et ce qui est intéressant aussi, si on revient à Rob Hopkins, c'est qu'il l'explique aussi dans un deuxième temps, c'est que cette vision fictionnelle, c'est pas simplement partir de ce qu'on souhaiterait, ce qu'on estimerait être désirable, mais c'est aussi partir d'un substrat empirique, c'est-à-dire d'inscrire ce récit dans un contexte particulier, à la fois historique, sociologique et éventuellement la prise en compte des contraintes écologiques. Et donc, dans ce travail de relation entre ce qu'on désire et la relation empirique, il y a bien évidemment toujours un jeu d'aller-retour qui est assez compliqué à suivre parfois parce qu'on saute des étapes, on réinvente une partie de son histoire aussi, bien sûr, etc. Et donc, comment on met en travail en commun l'ensemble de ces fragments d'histoire, chaque acteur ayant une manière de se représenter cette histoire, ce passé, et puis une manière aussi de donner une importance à tel ou tel élément pour, là aussi, encore une fois, toujours construire sa propre vision prospective qui doit établir une cohérence. Mais évidemment, il n'y a jamais de rupture définitive, on est dans des continuités, parfois plus ou moins réinventées. Donc cette dimension procédurale, elle est importante. Est-ce qu'il y a des espaces qui permettent ces rencontres? Là, encore une fois, je renvoie à l'intervention de demain qui montre bien que ces espaces ont pu se constituer et ont pu participer à la construction d'un récit partagé. Alors, très schématiquement, on présente là trois types d'acteurs, trois typologies. Encore une fois, les typologies, ça a un intérêt pédagogique. Évidemment, il y a des passages, il y a des passerelles, il y a des évolutions des acteurs qui passent plus ou moins d'une vision à une autre. On peut voir qu'il y a trois récits, entre guillemets, de cette transition. Encore une fois, tous souhaitent transitionner. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de position de conservation ou d'une position extrêmement néolibérale qui considérait que cette vision d'adaptation du territoire aux contraintes écologiques serait une ineptie. Donc il y a la transition écotechnique, c'est celle des acteurs plus institutionnels qui doivent gérer un certain nombre de contraintes techniques, administratives, juridiques, et donc ils vont concilier ces contraintes-là avec des innovations qui sont plutôt ceux d'une durabilité désirable, relativement peu contraignante. C'est l'option, par exemple, zéro déchet. Vous voyez, c'est pas très contraignant dans la contrainte collective, finalement. C'est pas dans l'élaboration d'une politique publique locale, c'est plutôt sur une démarche incitative et volontariste. C'est un peu, ça rejoint ce que rappelait Raphaël Larère, le pire n'est pas certain, donc il n'y a pas de raison de mettre en place des politiques trop fortes pour atteindre pour ne pas atteindre cette irréversibilité. Le deuxième axe, c'est l'idée de s'ancrer davantage dans une expérimentation, c'est-à-dire de façonner la transition par l'expérience. C'est vraiment une démarche par l'action, par le fait. Et donc là, on essaie de concilier à la fois l'attractivité du territoire, notamment sur la question de la qualité de vie, qui est quand même une dimension extrêmement importante dans l'imaginaire de ce que doit être l'écologie urbaine, par exemple. Et puis, on mêle aussi certaines préoccupations écologiques plutôt dans le low-tech. Ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important à souligner. Donc, c'est une ambivalence face à l'effondrement. On n'est pas contre. On n'est pas pour, on pense que c'est un élément intéressant de la réflexion, mais on ne va pas se construire par rapport à ça. Et puis, la troisième figure, le troisième axe, c'est plutôt certains acteurs au sein de l'UPC, mais encore une fois, ce n'est pas tous les acteurs de l'UPC qui se positionnent par rapport à ça. L'UPC, c'est l'Université populaire et citoyenne de Roubaix, c'est un des acteurs clés de Roubaix en transition. Et donc, c'est préparer l'effondrement. Et là, on est vraiment dans une position assez que dénonce le livre de Catherine et Raphaël Larère sur une position de transformation majeure qui doit s'incarner très rapidement sur les territoires et pour reconfigurer le rapport marchand de propriété, etc., etc. Donc, c'est très schématique, bien évidemment. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est de voir que finalement, il y a un partage d'un certain nombre de briques qui permettent d'expliquer qu'on peut entrer en dialogue parce que finalement, tout le monde reconnaît, par exemple, la gravité climatique, alors avec des échelles évidemment d'intensité différentes. Tout le monde reconnaît la situation catastrophique sur le plan des inégalités sociales et des discriminations raciales,
pour utiliser un mot assez polémique en ce moment. D'où tout le monde reconnaît cette situation, ces deux préoccupations centrales qui nécessitent une transition écologique. Après, évidemment, ça va être la question est de savoir comment on va hiérarchiser ces points de vue, prioriser les politiques et surtout construire des dynamiques collectives pour les atteindre. Alors, le souci, c'est qu'il y a trois grandes faiblesses de ce récit partagé. Alors, la première, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait une faiblesse d'un partage historique de tous ces acteurs. On n'est pas forcément sur la même histoire locale. C'est une histoire qui est peu écologisée. Finalement, la prégnance de la thématique écologique est relativement faible dans l'imaginaire militant, dans l'imaginaire collectif des acteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, hein, mais ça veut dire que c'est pas l'élément structurant des dynamiques collectives, hein, comme le rappelle la mythique mobilisation de la Malga, sur laquelle on pourrait revenir assez longuement. Et puis, il y a l'idée, effectivement, que ce quartier sur lequel va s'inscrire cette ferme, eh bien, ne dispose pas d'une réelle identité de quartier, vraiment propre à fonder une communauté spontanée d'acteurs qui vont participer au projet. Difficulté procédurale aussi, on n'a pas beaucoup évoqué cette dimension. Eh bien, pour accompagner ce dispositif narratif, il faut des moyens. Et là, je renvoie aux travaux de Blatrix et Méry sur le coût de la participation, qui est une thématique extrêmement importante par rapport à ça. Bon, c'est des difficultés qu'on a à peu près tous rencontrées dans la capacité d'inclure les habitants, dans la capacité d'amener à un dialogue et surtout de le construire dans le temps. C'est-à-dire de l'accompagner par des politiques, des stratégies d'acteurs, des accompagnements professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire une capacité de construire les conditions de ce débat, etc. Troisième type de faiblesse, c'est surtout les divergences de perspectives, hein. Les horizons du projet, la manière de s'y engager, ce qu'il faudrait prioriser comme activité locale. Est-ce que c'est renforcer les solidarités de quartier? Est-ce que c'est renforcer, répondre aux priorités de précarité énergétique ou alimentaire des habitants, etc. Des trajectoires avec des temporalités différentes. On l'a évoqué, mais c'est intéressant par rapport à la manière dont les différents acteurs se positionnent sur les rythmes de transformation des territoires locaux, etc. Et puis, ce que j'évoquais, la priorité des concurrents, la concurrence des priorités. Dans ces récits de transition, est-ce qu'on met la focale plus sur le règlement d'abord des inégalités sociales, étant entendu, bien évidemment, les inégalités écologiques font partie de ces inégalités sociales, mais ce n'est pas celles-là qui sont prioritairement perçues comme étant les plus injustes. C'est l'activité économique, hein, le bien-être local. C'était très intéressant le débat qu'on a eu tout à l'heure sur la gratuité qui répond à ça. Alors, pour avoir une vision quand même plus positive de la dynamique, ça c'est mon compteur, on voit bien que c'est un récit itératif, hein, il n'est pas figé, il y a quand même des politiques de médiation des récits, des politiques de négociation de ces récits, mais surtout ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on assiste à une matérialisation du récit de la transition. Qu'importe finalement les débats théoriques sur l'état d'effondrement ou pas de la situation, ce qui est intéressant, c'est que le projet prend forme. Alors, je vous mets quelques images. Vous voyez, ça, c'était l'état écologique en mars 2020. Et là, on voit Vincent Boutry qui fait de la plantation. Il y a eu quand même tout un travail de remise en état du sol qui donne finalement une vision incarnée de cette politique de transition. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour les acteurs du territoire, et notamment pour les habitants, qui voient émerger comme ça un espace qui va donner sens à un certain nombre de propositions théoriques qui pouvaient paraître un peu déconnectées des réalités de terrain, etc. Et qui va sans doute, là c'est une seconde phase de l'étude qu'il faudra prolonger, donner lieu à plus de facilité d'investissement des habitants dès lors qu'on ne vous inclut pas simplement dans un dispositif narratif, le récit de la transition, mais une participation effective de la construction concrète, matérielle de ce récit.
Et puis enfin, dans ce récit itératif, on peut prendre en considération le récit, l'infléchissement de certains acteurs, le maire de Roubaix ayant par exemple évolué dans un certain nombre de considérations, prises de parole publiques, etc. Enfin, ceci dit, c'est des prises de parole publiques. Dès qu'il s'agit de financer les associations locales, c'est un peu plus compliqué. Conclusion, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment cette expérience de transfert qui paraît intéressante à voir, c'est-à-dire que le récit de transition s'incarne, et c'est ce que propose finalement le mouvement des villes en transition, mais pas que, tous les politiques institutionnelles des transitions écologiques, c'est mettre en scène, incarner la situation dans les territoires observés. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Bruno. Merci pour le timing. Du coup, je vais donner la parole à Sabine. Oui, bonjour. Il me faut 2 minutes pour alors activer la vidéo déjà. Super. Voilà. Après, fermer ça. C'est pareil, je vais essayer de passer par un PDF. Donc, je commence par partager mon écran, c'est ça? En fait, il faut que tu ouvres ton diapo sur ton ordi et après, tu peux partager. Ben là, il est ouvert le PDF. Ben voilà. Après, je fais partager et je fais… ah oui, ça, comme ça. Hop. Là, vous le voyez ou pas? Ouais. Moi, je ne vois plus rien. Et vous ne l'avez pas en plein écran, c'est ça? Non. Et si je fais ça? Là, vous l'avez? Ouais, super. En plein écran? Ouais. Et vous me voyez? Super. Bon, c'est parti alors. Oui? Ok. Donc, moi, je vais vous présenter une partie des résultats du projet qu'on peut appeler Saillant. Et sur une première communication, il y en aura une seconde demain. Celle d'aujourd'hui, c'est, on l'a nommé la révision du plan local d'urbanisme, une mise à l'épreuve de l'expérience citoyenne radicale de Saillant. Donc, l'expérience citoyenne de Saillant, on en parlera plus profondément demain, dans la dernière session. Et aujourd'hui, je vais plutôt parler de la question d'un projet particulier qui est la révision du plan local d'urbanisme. Alors, comme c'est la première intervention sur ce projet-là, quelques mots sur le projet. Donc, peut-être la particularité de ce projet. Donc, pour le coup, là, on est dans une recherche. Bon, on est quasiment. J'ai vu que tout le monde était dans des recherches, on peut dire engagées ou avec des visées transformatives. La spécificité ici, c'est peut-être aussi d'être une recherche en étant d'abord engagée. C'est-à-dire que finalement, moi, je me suis pas présentée, mais donc je suis chercheuse géographe à l'INRAE, au laboratoire l'ESSEM de Grenoble, mais j'ai été aussi élue de la commune de Saillant pendant la durée du projet, donc sur la mandature 2014-2020. Et finalement, la candidature du projet Saillant au programme CITIN vient d'un objectif à la fois opérationnel et scientifique, mais d'abord opérationnel, d'un besoin d'appui humain, conceptuel, méthodologique pour la mise en place d'un projet participatif qui se voulait plutôt innovant et donc aussi un intérêt scientifique à se dire qu'il y avait peut-être intérêt à documenter ces innovations qui étaient en train de se mettre en place. Donc, c'est une problématique qui s'est construite en fait petit à petit, qui était très orientée par le terrain. Donc, c'était d'abord une expérience citoyenne, mais qui est dans l'institution. Donc, c'est peut-être quelque chose d'un peu particulier. On peut se poser la question si on peut parler d'expérience citoyenne à partir du moment où elle est dans l'institution communale, mais parce qu'elle visait à subvertir l'institution, on peut peut-être parler d'expérience ou d'expérimentation. Et puis, elle est aussi très orientée, mais j'ai vu que ce n'était pas le seul projet, d'abord par une préoccupation donc de participation citoyenne, donc plutôt de démocratie, et seulement petit à petit préoccupée par les enjeux de transition écologique. Et si on reconstruit a posteriori la problématique générale, on peut dire que ce projet s'est intéressé en fait aux capacités et aux conditions d'expérimentation citoyenne à écologiser et démocratiser à la fois l'action publique et les modes de vie, donc les pratiques quotidiennes des habitants. Donc, vraiment la question de la prise en compte de préoccupations environnementales et la question de la place des citoyens dans la fabrication dans la vie d'une commune et dans la fabrication d'actions collectives et d'actions communales notamment. Donc, le terrain en question, c'est pareil, je reviendrai plus
plus profondément dessus. Demain, là, à ce stade-là, on peut juste dire que c'est un village rural de 1300 habitants, donc petite commune, petits moyens humains et financiers, situé dans une vallée qui est plutôt un berceau déjà d'innovation sociale et sociotechnique, notamment en termes d'agriculture biologique, d'alimentation, mais aussi d'écoles alternatives, de mobilité. Et donc, finalement, l'expérience de Saillant est une innovation sociale de plus en termes de démocratie dans cette vallée. Et donc, la spécificité, enfin, l'autre caractéristique, c'est donc l'élection en 2014 d'une liste citoyenne qui s'est autoqualifiée de collégiale et participative, avec comme projet principal, en fait, de modifier le rapport entre gouvernants et gouvernés dans une commune, de permettre aux habitants d'avoir une implication très forte dans la fabrique de l'action communale, avec des élus qui se mettraient plutôt dans un rôle d'accompagnement de ce travail citoyen. Ce projet Saillant, finalement, il y a eu deux objets d'analyse. Il a eu le projet de gestion collégiale et participative de la commune, qu'on peut qualifier, donc, enfin, je vais en reparler demain, mais d'expérimentation citoyenne. Et il a eu un autre objet d'analyse qui était le projet de révision du plan local d'urbanisme. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un plan local d'urbanisme. Je pense que c'est important de le dire. C'est un document communal qui définit un projet global d'aménagement d'urbanisme pour une décennie sur une commune, et qui fixe des règles locales pour la construction, l'utilisation des sols, et qui respecte notamment les principes du développement durable, et qui s'inscrit dans un ensemble réglementaire national, régional, territorial, avec les SCOT, etc. Donc dans une logique, on va dire, une logique classique d'action publique de type planificatrice, assez centralisée, qui suit des étapes précises, qui détermine un cadre assez contraignant, et avec un enjeu fort finalement en termes d'écologisation de la politique publique, puisque il y a un objectif de lutte contre l'étalement urbain et de préservation des terres agricoles et naturelles. Donc, pour vous dire concrètement les enjeux locaux sur la commune de Saillant, comment ça se traduit? Eh ben, c'est l'idée qu'en 2008, on avait 30 hectares urbanisables sur la commune, et qu'en 2020, il faudrait qu'on passe à moins de 7 hectares. Donc, vous voyez un gros enjeu foncier sur la commune, mais qui se traduit aussi et surtout par la question des modes de vie, l'évolution des modes de vie, notamment des modes d'habitat, puisqu'en gros, devient banni le modèle qui jusqu'à là était très présent d'une maison individuelle avec piscine et parking en périphérie du village, toujours plus loin en périphérie, et on va vers un modèle plutôt d'habitat groupé ou semi-groupé, avec des espaces communs, partagés, recentrés sur le centre de la commune. Donc un gros enjeu de transformation des modes d'habitat, et le PLU est l'occasion de se poser la question du modèle de développement économique et du modèle de développement démographique de la commune dans les années à venir. Donc finalement, et c'est de ce dont je vais parler aujourd'hui, on a considéré dans ce projet Saillant que ce projet de révision du plan local d'urbanisme, qui est un dispositif de politique publique, en fait, constituait une mise à l'épreuve du projet général de la commune, donc de l'expérimentation citoyenne de la commune, à double titre. D'abord, en termes de la capacité, finalement, de cette expérimentation citoyenne à subvertir ou pas le modèle dominant, notamment au regard de la place et du rôle des citoyens dans la fabrication de l'action publique, mais aussi une mise à l'épreuve au regard de sa capacité à relever des enjeux de transition écologique, notamment au regard du mode d'habitat. Donc finalement, cette communication, je pense qu'elle aurait pu trouver sa place demain dans la session qui était sur l'articulation entre expérimentation citoyenne et politique publique. Mais là, finalement, il y a un élément qui contribue à dire qu'elle trouve sa place aussi dans cette session, c'est cette hypothèse qu'en fait, d'interroger le poids en fait qu'a le dispositif de politique publique de cadrage sur l'expérimentation citoyenne, et que ce poids est notamment lié à des visions différentes de la transition écologique et de la place des citoyens dans cette transition écologique. Deux petits mots sur la méthodo. Vous allez voir, le plan de l'exposé suit la démarche d'analyse qu'on a eue, mais globalement, c'était l'idée de regarder d'un côté les intentions des porteurs de projets, la mise en œuvre des dispositifs, donc l'offre de participation qui était liée à ces intentions, comment cette offre de participation était reçue, notamment en termes de questions d'engagement, désengagement des individus dans ces projets-là, et puis de regarder de manière plus large les effets en termes d'écologisation et de démocratisation, à la fois de l'action publique et des pratiques.
Et enfin, dernier élément sur les données, c'est pareil, c'est assez conforme à ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant sur la façon dont on a suivi ces expériences. On peut juste dire qu'il y a eu un suivi du coup pendant 6 ans, donc plus large que la durée du projet, essentiellement à partir d'observations participantes. Et puis, bon voilà, du fait d'être avec des implications méthodologiques non négligeables, mais que je développerai pas ici, du fait d'être déjà engagé, d'être engagé et chercheur sur un même terrain. Alors, en termes de résultats, comme je vous le disais, je vous propose de balayer rapidement, en fait, dans un premier temps, les intentions, en fait, des porteurs de projets. Donc, en l'occurrence, là, on va parler du projet de révision du plan local d'urbanisme. Et ce qui est intéressant, et ça a été soulevé par Gilbert Renoux déjà, c'est qu'en fait, pas la spécificité, je pense que c'est assez générique de plusieurs expériences dans la transition écologique, c'est qu'en fait, on a des conceptions assez différentes, non seulement de la transition écologique, mais aussi de la participation et de pourquoi faire participer des habitants sur des enjeux de transition écologique. Et cette diversité, elle était propre à l'équipe d'élus, c'est-à-dire que tout le monde n'était pas raccord dans l'équipe d'élus, elle traversait l'ensemble de la population et elle traverse sûrement aussi chacun d'entre nous d'une certaine manière. Donc, ce qui explique que quand on regarde finalement les finalités autour de la révision du plan local d'urbanisme, plutôt de la révision participative du plan local d'urbanisme, on voit des finalités de nature politique, gestionnaire, écologique qui sont finalement ambivalentes. Alors, pour vous donner 2 exemples, d'un côté, on cherche avant tout l'efficacité d'une politique publique, donc l'idée que le nouveau PLU il soit à la fois adapté aux besoins locaux, mais qu'il soit aussi approprié et que, in fine, les règles qui soient édictées localement soient bien respectées. Mais ça, c'est un peu contradictoire avec la volonté aussi, via la participation citoyenne, d'accroître le pouvoir de décision des habitants et notamment de développer un regard critique, y compris sur la manière dont on leur impose de participer, donc dans un cadre contraint. Et puis, deuxième tension qu'on va trouver, c'est autour d'une ambition participative et une ambition écologique d'un côté. Donc, cette idée qu'on voudrait impliquer le plus grand nombre de personnes à la fabrication d'une politique publique, et de l'autre côté, d'avoir une ambition en termes écologiques sur une question écologique qui sont parce qu'elles sont nouvelles, qui sont aussi complexes, assez techniques et qui demandent un certain temps d'appropriation, de prise de conscience, peut-être de montée en compétences, qui peuvent être contradictoires avec l'implication d'un grand nombre de personnes sur un temps réduit. Et ces finalités contradictoires, elles ont finalement débouché sur la mise en place d'un dispositif participatif un peu, hybride, innovant, parce que ça n'avait pas été fait avant, et surtout un peu hybride. Et je vais en détailler qu'un seul point, parce que j'ai pas trop le temps, mais c'est notamment la mise en place de ce qu'on appelait un groupe de pilotage citoyen, sur les modèles un peu du panel citoyen, mais hybride, encore une fois, puisque ce groupe de pilotage citoyen qui était décisionnaire, donc c'est lui qui a élaboré et validé l'ensemble des documents du PLU de façon accompagnée par des experts, était constitué d'un quart d'élus et de 3/4 d'habitants tirés au sort, qui étaient dans une équivalence, c'était un groupe entier, voilà, il n'y avait pas de hiérarchie ni de double travail, d'un côté les élus, d'un côté les habitants. Ils étaient tous ensemble. Et la difficulté aussi dans ce groupe-là, c'est qu'il devait élaborer et valider l'ensemble des documents du PLU. Mais pour ce faire, il devait s'appuyer sur la matière travaillée dans des ateliers participatifs grand public. Donc cette fois-ci, on faisait du travail avec les habitants qui était plutôt de l'ordre de la concertation. Ils devaient prendre en compte cette matière-là. Vous verrez que ça n'a pas été sans conséquence sur les difficultés rencontrées par le dispositif. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est finalement dans la mise en œuvre de ces intentions, qu'est-ce qui s'est passé? Donc sur le bilan chiffré, on peut dire qu'on a eu une participation assez ample, avec de très nombreux événements participatifs qui ont eu lieu, une participation par événement assez importante, très variable en nombre, d'une dizaine de participants à plusieurs centaines, selon les formats proposés, qu'il y a eu un grand nombre de participants différents. Il y a un habitant sur 3, enfants compris, qui ont participé au moins une fois, mais bien sûr avec des grandes inégalités, c'est-à-dire que la moitié de ces participants n'ont participé finalement qu'une fois, et d'autres ont participé bien plus de fois. Mais plus important, plus intéressant que ce bilan chiffré, c'est s'intéresser aux difficultés qu'on a rencontrées dans la mise en œuvre de ce dispositif et qui se sont traduits par des invectives en réunion, par des lettres dans la presse et aussi par la constitution d'un collectif d'opposition. Donc, c'était des désaccords à la fois sur le contenu, notamment sur le fait qu'on ferme des terres à l'urbanisation, qu'on densifie et surtout qu'il y ait une demande de changer un peu radicalement de mode d'habitat. Et donc, finalement, derrière, des divergences sur l'importance et la nécessité qu'il y aurait à faire ces transformations face à une urgence écologique. Et puis, une remise en cause aussi des méthodes, et notamment sur la légitimité que des citoyens tirés au sort pourraient décider pour l'ensemble de la commune.
Et là où on en vient un peu à cette question des visions du futur, c'est que finalement, ces difficultés rencontrées-là ont vraiment été fortement exacerbées par le caractère technique et centralisé de l'urbanisme. Alors, quelques exemples. Donc, on a eu des tensions très fortes entre, d'un côté, une logique bureaucratique et de l'autre, une logique participative, notamment du fait que l'administration est restée assez opaque et sur les règles du jeu et aussi sur les marges de manœuvre réelles de la commune et surtout des règles aussi qui sont non négociables. Or, ça, c'est deux éléments, la transparence sur les règles du jeu, les objectifs de pourquoi on participe et le fait qu'on puisse négocier les règles du jeu en cours de route à condition que ce soit argumenté, que ce soit possible. Ça, c'était des principes qui étaient propres à l'expérience citoyenne de l'ensemble de la commune. Donc, au moment du PLU, ça a été mis à mal et ça a été très compliqué. Et ça a créé beaucoup de difficultés dans le déroulé du PLU. Pour vous donner un exemple, par exemple, il est apparu que très tardivement, il a fallu vraiment tirer les verres du nez de l'administration pour qu'en fait, on comprenne qu'il y avait des normes implicites qui étaient liées par exemple, en gros, il fallait pas faire plus ni moins, il fallait surtout pas faire différemment de la métropole de Valence. Bon, voilà, cette logique de métropolisation, elle n'est jamais expliquée. Et donc, il y a vraiment, c'est compliqué pour les habitants quand on ne donne pas les règles du jeu claires. Donc, il a fallu un exercice de traduction de la commune qui était compliqué à faire et qui a créé beaucoup de méfiance des habitants. Voilà, deuxième exemple sur les difficultés rencontrées entre une logique planificatrice et une logique d'expérimentation. Eh ben, c'était l'idée que les habitants qui jusqu'à maintenant avaient toujours eu l'habitude dans les projets communaux d'être dans un système d'ajustement progressif entre la fin et les moyens et d'accompagnement chemin faisant, de défrichage, d'essayer des choses, de réajuster, etc. Ça, c'est pas possible dans une logique planificatrice où non seulement voilà, il y a cette logique où on définit des objectifs et ensuite des règles, etc. Et au moment où on est dans l'élaboration des règles, on peut pas revenir sur les objectifs, alors que pour les habitants, c'est enfin le moment où ils comprennent la portée des objectifs qu'ils ont définis avant. Et puis ce côté aussi, on n'est pas dans un accompagnement d'expérimentation. Par exemple, nous, on s'était posé la question des résidences démontables et on a eu beaucoup de mal à trouver un appui de la part des partenaires, que ce soit l'administration, les bailleurs, etc., pour défricher ce domaine nouveau, qui pourtant pouvait répondre à des enjeux locaux. Et donc, voilà. Et puis le troisième point que je peux citer, c'est la difficulté entre concertation et co-décision. Donc là, c'est d'une part l'habitude de l'administration et des partenaires d'urbanisme à traiter seulement avec des élus, et donc une grande difficulté, ne serait-ce que de dialogue, de code à discuter avec des habitants. Et puis la contradiction interne entre, voilà, on est dans un champ très technique qui demande une montée en compétences, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de place, et qui peut se faire au détriment du temps laissé à la délibération et à la discussion. Puis enfin, mais pour aller très vite, je ne développerai pas, ça a créé des très fortes tensions professionnelles pour les urbanistes avec deux missions auxquelles ils n'ont pas l'habitude, une mission de traduction entre les aspects techniques et grand public et une mission aussi d'arbitrage, de décider en permanence qu'est-ce qui mérite participation parce que c'est de l'ordre du politique et qu'est-ce qui n'est qu'une opérationnalisation technique. Ça, c'est un travail qui est aussi difficile à faire. Et enfin, bon, il y a les moyens limités de la commune et de la pression temporelle ont vraiment fait des contraintes supplémentaires. Donc, pour revenir au cœur finalement du sujet ici, c'est qu'on peut résumer en fait ces différences, ces fortes tensions qu'il y a eu lors de la mise à l'épreuve du modèle participatif de Saillant avec le PLU par des différentes de conceptions finalement de la transition écologique et des rôles des citoyens. Avec d'un côté un projet de gestion collégiale et participative qui conçoit la transition écologique avant tout comme une mise en mouvement vers un futur qui est ouvert, qui est à construire pas à pas avec les habitants, et une construction qui peut se faire par l'expérimentation et ou la délibération. Alors que du côté de la procédure d'urbanisme, on est dans une conception de la transition écologique comme un plan d'action stratégique dans un cadre qui est défini, assez contraignant, vers un futur qu'on est en capacité d'anticiper et qu'on peut éventuellement ajuster par la concertation des habitants. Et au-dessus, je vous ai mis un schéma que j'ai repris en fait à partir de la communication qu'avait fait Jacques Tess pendant le programme Citine et qui montrait différents types de transitions selon si on anticipe ou pas une finalité et selon si c'est un processus choisi ou subi. Et donc, dans ces deux conceptions de la transition écologique, finalement, le rôle des citoyens n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que dans le cadre du projet participatif général de la commune, le rôle des citoyens, c'était de prendre part, d'apprendre et de s'émanciper. Alors que dans le cadre de la procédure d'urbanisme, c'est de donner son avis, de comprendre et d'appliquer les règles. Et donc, ces tensions de cadrage, au final, et j'en viens sur le deuxième point des résultats, elles ont eu vraiment des incidences assez fortes sur finalement les logiques et les dynamiques d'engagement et de désengagement des participants.
Là, le principal résultat qu'on peut mettre en évidence et qu'on a fait à partir d'entretiens auprès des personnes qui étaient dans ce groupe de pilotage citoyen, donc 12 habitants et 4 élus, qui se sont réunis pendant 2 ans, c'est d'une part, j'y reviendrai pas, c'est qu'en fait, il y a eu un maintien des possibilités de participer, d'inégales possibilités de participer selon les déterminants sociaux assez classiques liés aux trajectoires de vie, la profession, au niveau d'éducation. Mais c'est surtout qu'on a vu des dynamiques d'engagement qui étaient variables selon, en gros, 2 conceptions différentes de la citoyenneté. Et ces conceptions différentes de la citoyenneté, elles étaient assez corrélées à des conceptions de la transition écologique. Alors, pour caricaturer et faire un peu vite, d'un côté, une citoyenneté qu'on va qualifier d'engagée, qui est des ressorts de motivation surtout idéologique et d'enrichissement cognitif, avec vraiment une volonté de disruption du point de vue démocratique comme écologique, et qui voit finalement dans le PLU une opportunité enfin de passer à l'action pour des enjeux qui sont d'ordre planétaire. Alors que du côté de la citoyenneté de devoir, on a une motivation qui est plutôt liée à une réponse à une injonction d'élus, et qui est plus en lien avec des choses concrètes sur le village. Et donc, on va avoir des personnes qui parlent d'écologie sur un registre beaucoup plus sensible d'expériences vécues ou territoriales, et pour lequel, finalement, la transition écologique peut être vue comme quelque chose de subi de l'extérieur, en fait, auquel on est obligé de faire face. Et finalement, selon ces types de citoyenneté, on n'a pas les mêmes motifs de désengagement dans le dispositif. C'est-à-dire que pour la citoyenneté engagée, on va avoir des personnes qui sont démobilisées, qui se désengagent lorsque les débats partent trop sur du technique et finalement sont dépolitisés, quand l'ambition écologique est trop faible ou pas prise en compte, et qui donc vont avoir une attitude à essayer de repolitiser en permanence les débats. Alors que du côté de la citoyenneté de devoir, ils vont être surtout démobilisés s'ils se rendent compte que les élus ne portent pas assez de projets politiques, qui sont très dépendants de la relation à l'élu, et aussi si on leur donne clairement une responsabilité de décider. Et donc, ils vont en permanence essayer de se référer au grand groupe, à l'ensemble de la population, ou se poser en permanence la question de s'ils représentent bien un intérêt général dont ils ont une conception différente. Et enfin, on peut parler de la place des élus, avec notamment quelque chose d'intéressant, c'était la tension forte qu'il y a eu pour eux entre ambition écologique et participative et une forme d'autocensure permanente dans cette idée que, d'un côté, un souci de représenter le plus grand nombre, et notamment ce qui se passait dans les ateliers participatifs, mais qui parfois était un peu en décalage avec les ambitions écologiques du groupe plus restreint, notamment au sein du groupe de pilotage citoyen des élus, qui ont eu, parce qu'ils ont eu davantage de formation et d'explication, étaient davantage sensibilisés aux enjeux écologiques et pouvaient aller plus loin. Et donc, cette ambiguïté entre est-ce qu'on va plus loin, mais ce n'est pas tout à fait ce que pense l'ensemble de la population, etc. Donc, et une forme d'autocensure des élus. Et donc ça, au final, ça a créé des troubles importants de légitimité pour l'ensemble de ces participants au groupe de pilotage citoyen au moment de la décision. Et puis ça a conduit aussi à quelque chose dont on a parlé avant, là, à des formes d'arbitrage. À un moment, il a fallu arbitrer entre des dilemmes, entre démocratie et écologie. Et finalement, cet arbitrage s'est fait par 2 fois. Il s'est fait par 2 fois au profit de la démocratie devant l'écologie, dans le sens où il est paru plus important pour les acteurs à ce moment-là de favoriser le processus participatif et donc la qualité de la façon dont serait prise la décision sur le résultat de cette décision. Mais ça, c'était un arbitrage qui était fait de manière provisoire. Et parce que c'était plus important à ce moment-là de favoriser le processus participatif, parce qu'il y avait une vraie rupture d'un point de vue démocratique, et il y avait comme une intention et une volonté de démontrer que c'était possible, et que d'une certaine manière, on traiterait ensuite l'enjeu écologique. Donc au final, et pour finir, c'est le 3e point, on peut dire qu'il y a eu, donc ça a été une expérience très éprouvante, vraiment citée comme ça par tous les participants, mais au final, peu de désengagement réel. Il y a eu 3 démissions sur 16 personnes, et puis des évaluations qui montrent une très grande satisfaction, et notamment une très grande satisfaction liée aux apprentissages. Puis un réinvestissement assez important finalement ensuite de ces apprentissages dans des réengagements politiques ou associatifs. En fait, je ne vois pas du tout, Benoît, à combien de temps j'en suis. Oui, en fait, tu es largement plus que 15 minutes. Ah, je t'avais donné une mince, petite je suis désolée. fiche. Ok, tant pis. Je dis juste ce que dont j'aurais pu parler, mais je ne parlerai pas. C'était donc du coup les effets plus larges et peut-être juste l'idée que le PLU a été vécu comme un succès vraiment du point de vue des gestionnaires,
c'est plus questionnable du point de vue des finalités politiques, que a été un très gros moteur de politisation à l'échelle du village et que ça a été vraiment un révélateur et une accélération de mutation territoriale sur les types de développement économique, sur le rapport à la nature et des fortes tensions sur les groupes sociaux. Mais je pense que je pourrais peut-être revenir dessus demain. Et puis voilà, en conclusion, en conclusion, juste pour dire que j'aurais parlé du fait que des difficultés de la subversion finalement, le modèle de Saillant a dû se plier en fait aux normes supracommunales, mais par contre une observation d'une lente et profonde transformation de la culture, du point de vue culturel en fait, dans le village, tant du point de vue démocratique que du rapport à la nature. Voilà, je suis vraiment désolée. Pas de problème. Merci Sabine. En fait, ça montre que ma stratégie de montrer un petit panneau marche pas complètement. En fait, je vois pas du tout. Voilà. Moi, j'ai perdu la connexion. D'ailleurs, je sais même pas comment revenir en arrière pour voir. Tu peux. Si tu j'arrête mon écran déjà. Ouais. Hop. Ouais. Et voilà, je vais vous voir à nouveau. Voilà. En fait, voilà, à un moment, je t'avais fait ça. Mais je voyais pas les personnes. Oui, voilà. Donc ça marche pas. Désolée. Alors, je donne la parole à Clément. Est-ce que Clément, quand tu partages ton diapo, tu vas me voir ou pas? Si tu me vois pas, je l'allumerai mon. On va tester, mais tu sais, d'expérience, ce qu'on se rend compte, c'est que vu qu'on peut pas toquer aux portes ni faire des petits signes discrets quand on est en visio, si tu veux, n'hésite pas à m'interrompre, quoi. Tu vas dire, il te reste 2 minutes. Très bien. Je vais essayer de m'y tenir, mais voilà, je pense qu'il faut être. Le numérique nous invite à être assez direct, en fait. Ce sera parti. Hop. Alors, est-ce que vous voyez mon support? Ouais. J'essaie de le passer en plein écran. C'est évidemment là qu'il ne veut pas. Si, ça a l'air de marcher. Ouais, c'est bon. Bien, donc, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord commencer par m'excuser de ne pas avoir pu suivre les travaux de l'ensemble de la journée, mais j'ai été pris dans des problématiques d'école à la maison liées au contexte actuel. Donc moi, je m'appelle Clément Mabi, je suis maître de conférence à l'UTC de Compiègne. Et en fait, je viens vous présenter les résultats du projet NUMACT. Et pour commencer, je voudrais saluer et remercier aussi tous les acteurs qui se sont engagés dans le projet, parce qu'en fait, ça a beaucoup bougé tout au long de ce projet. On a principalement engagé 2 laboratoires, l'UTC de Compiègne et le LERAS à Toulouse, 2 associations, la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, spécialiste des questions de prospective et de numérique, et une seconde association qui s'appelle l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne, l'ICPC, qui est un réseau d'acteurs de la participation citoyenne et qui progressivement s'investit aussi des questions de participation par le numérique, ainsi qu'une agence de design qui s'appelle les Vraiment, qui sont spécialisés aussi dans les questions de prospective et dans ce qu'ils appellent le design d'intérêt général. Donc, ce qui est intéressant, c'est que notre équipe de recherche qui s'était montée, notre coopérative, comme on l'avait appelée au départ, elle a beaucoup évolué pour devenir, notamment aussi sous l'impulsion d'un programme de la FING appelé RESET, qui appelait à repenser le numérique et à le renouveler pour le rendre plus désirable. Eh bien, progressivement, on a développé une ambition peut-être plus normative, en tout cas une visée normative plus forte que ce qu'était notre projet de départ. Et du coup, on a entamé une réflexion sur finalement les configurations numériques. Quel numérique pour une transition écologique démocratique et portée par l'engagement citoyen? En fait, notre idée à l'origine, donc comme je disais, c'était d'interroger la capacité du numérique à renouveler les formes de l'agir citoyen et les logiques d'action publique dans le champ de la transition écologique. En gros, c'était assez simplement de se dire, finalement, est-ce que grâce aux technologies numériques, que ce soit des réseaux sociaux, que ce soit des technologies portées par les institutions, on va voir émerger de nouvelles pratiques, de nouvelles formes de participation, et qu'est-ce que ça va faire aux mobilisations des citoyens sur les questions de transition écologique.
Et notre intuition, c'était que ça allait peut-être accélérer des formes de mise en mouvement et peut-être faire converger aussi des groupes de citoyens. On avait quelques idées comme ça, quelques présupposés de départ. Et en fait, à l'arrivée, notre conviction, c'est surtout qui s'est forgée, c'est que finalement, tous les numériques ne se valent pas et qu'ils équipent des projets démocratiques très différents et des visions de l'engagement citoyen dans la transition extrêmement différentes. En fait, on a vu émerger des configurations tellement hétérogènes en fonction des choix techniques qui sont effectués et des dynamiques que ça constitue un des résultats assez marquants de notre travail. Alors, comment on a fonctionné? En fait, on a fonctionné autour de 2 grands temps. On a d'abord eu une phase de diagnostic avec 2 enquêtes de terrain, en mobilisant les outils des SHS assez traditionnels, observation participante, entretien, et un cadre théorique à la croisée en gros, de l'infocom et de la science politique. On a investigué un terrain qu'on appelait le terrain nantais, où on a suivi le grand débat sur la transition écologique, qui était porté et initié par la collectivité, avec une vocation à être une initiative très décentralisée. L'idée, c'était de mettre le territoire en débat, pour reprendre les termes de la collectivité, et d'utiliser le numérique pour organiser le réseau, pour organiser cette mise en réseau et cette possibilité décentralisée de faire discuter le territoire. Et je vais assez vite sur cette phase de diagnostic parce qu'en fait, étant bien construit dans le programme, c'est ce qu'on présentera demain. Moi, je vais revenir sur la phase 2, qui est donc la phase plutôt de design prospectif. Et en fait, le second terrain, on a suivi un dispositif qui s'appelait la tournée citoyenne en région Occitanie. C'était coporté par la région Occitanie et l'association Démocratie Ouverte dans le cadre d'un programme de démocratie ouverte qui s'appelle le laboratoire de démocratie ouverte, où en gros, leur idée, c'est d'arriver sur un territoire et sans être vraiment prestataire, mais dans une logique subventionnée tout de même, d'accompagner la collectivité pour expérimenter des nouveaux modes de relation avec les citoyens dans l'objectif de faire évoluer ces schémas de gouvernance. Et dans ce cadre-là, ils avaient prévu en fait de faire appel au numérique dans une logique peut-être plus centralisée, en tout cas de prévoir des plateformes participatives pour relayer les actions de terrain. Et donc on a eu ces deux grosses études de cas, et les résultats de ces études de cas, sur lesquels je reviendrai juste après, on les a confrontés et approfondis en mobilisant les ressources du design prospectif. En fait, on a organisé 4 ateliers pour discuter ces résultats et essayer de faire émerger ces fameuses grandes tendances dont je parlais, relatives donc aux usages du numérique en démocratie et à la manière dont ça influence l'engagement citoyen sur les questions de transition. En fait, dans ces ateliers, on a réuni des experts, des acteurs issus de nos terrains et des membres de notre coopérative de recherche pour un travail sur scénario. C'est-à-dire que nous, on a construit des scénarios qui permettaient de discuter nos résultats, en fait. C'est-à-dire, on a introduit des situations, des variables, on a construit des « et si il se passe ça, alors ?» et on a présenté des extraits de nos recherches qu'on a poussés, en fait. On a poussé dans des logiques prospectives pour essayer de faire discuter les acteurs à partir de nos résultats de recherche et faire émerger des points de vue normatifs sur qu'est-ce que ce serait intéressant que le numérique puisse faire. Donc, 2 mots sur le diagnostic. En gros, ce qu'on se rend compte, c'est que dans beaucoup de contextes, les promesses du numérique sont copieuses, les réalités beaucoup plus modestes. Ça, je crois que c'est quand même un résultat majeur. Peut-être que ça paraît évident à beaucoup, mais on l'a encore expérimenté de nouveau. Finalement, 3 points. Le numérique ne change pas la donne en ce qui concerne la fabrique de l'action publique et la prise en considération de la participation citoyenne. En gros,
pour le dire vite, c'est pas le numérique qui fait la participation. C'est pas parce qu'on met du numérique que la participation sera de meilleure qualité, etc. Ça, c'est assez bien balisé, mais alors nous, on l'a vu et revu de manière très claire. Ce qu'on a vu aussi, c'est que le numérique introduit des questionnements spécifiques, notamment liés à l'inclusion numérique, au numérique comme facteur d'exclusion, parce que on parle beaucoup, notamment chez ceux qui sont convaincus de l'intérêt du numérique comme mise en capacité d'agir. Nous, on l'a aussi beaucoup vu comme mise en incapacité d'agir, comme facteur de mise en incapacité d'agir. Donc, on a vu émerger une tension très forte entre, sur certains terrains, des acteurs publics qui faisaient le pari du numérique pour élargir, inclure, aller chercher. C'était beaucoup ça dans les entretiens. Et une réalité de terrain où, en fait, c'était vu comme une deuxième barrière et un frein à la participation très fort. Et on a vu aussi des questionnements émerger liés au design des dispositifs, à la configuration, en fonction des choix techniques, opaques, ouverts, et qui ont des incidences sur les formes de la mobilisation citoyenne. Et un troisième paquet de questions où on se rend compte que le numérique, il actualise, il remet peut-être au métier, il remet en travail des questionnements déjà connus, liés notamment aux enjeux des ingénieries démocratiques, à la nécessité de créer une capacitation citoyenne articulée à la participation dès que les thèmes sont complexes. En fait, on a vu émerger, on a beaucoup discuté et réfléchi autour d'une notion sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, autour de la notion d'environnement capacitant. On s'est interrogé dans le prolongement, notamment moi de travaux que j'ai pu faire par ailleurs, de ce que fait Jacques-François aussi et Marchandise de la FING, sur cette notion d'environnement capacitant. À quelles conditions on crée un environnement pour que le numérique puisse être mis au service de la participation et capaciter l'engagement citoyen. Clément, juste pour te dire, il te reste 2 minutes. Oh là là. Conclusion de cette première partie. On ne peut pas considérer le numérique comme une réalité unique et homogène, et il importe de porter un regard situé sur les technologies pour comprendre leurs effets en contexte. Il y en a qui sont porteuses d'empowerment, d'autres, au contraire, qui équipent des visions démocratiques plus inquiétantes. Du coup, sur la phase de prospective, je vais balayer assez vite. Je vais prendre 3 minutes, peut-être, en plus des 2 qui me restent. Mais du coup, donc, le travail en atelier, prospective créative, bon, ça, je l'ai déjà finalement bien présenté. On a conçu donc des scénarios, c'est-à-dire que nous, on a mis de la matière au départ, où on piochait dans nos résultats de recherche en essayant de travailler autour de plusieurs variables, l'orientation politique du design et la construction de l'offre, le modèle économique et en tout cas la structuration de la commande et la nature de l'agir démocratique proposé autour de la question des usages qui étaient faits. Donc, c'était nos 3 axes qui structuraient les différents scénarios. Donc, le premier scénario, la première tendance qui s'est dégagée, c'est ce qu'on a appelé vers une démocratie participative 2.0. Et c'est cette idée d'interroger le développement. Donc l'idée du scénario, c'était interroger le développement des technologies au service d'un projet institutionnel par des prestataires. Donc c'était qu'est-ce qui se passe en gros si on se dit que la question de l'équipement et des environnements capacitants, on les délègue à des prestataires. En gros, on a essayé de pousser le bouchon du modèle actuel un peu connu sous le nom de Civic Tech. Et si on fait complètement ce pari, on fait des partenariats avec eux et on leur met vraiment tout dans les mains. Du coup, on a vu que ça faisait une participation, ça prolonge. En fait, c'est peut-être ce qui est le plus proche de la réalité, donc je vais pas aller trop loin, mais en gros, on est dans une logique de production acteur public qui fait des marchés publics. Les outils qui sont optimisés pour répondre aux besoins des commanditaires et du coup, la participation qui reste en fait dans le cadre qui est prévu, quoi. Il y a assez peu de critiques parce que on est dans une logique de concurrence et de marché, et la mobilisation, elle reste centrée sur les préoccupations de l'acteur public et sur sa lecture de la transition. Je vais vite, je pourrais y revenir. Deuxième scénario, on a testé l'hypothèse, on a essayé de pousser sur, en fait, quand l'acteur public il prend la main, avec une volonté de réfléchir, est-ce que ça faisait accélérer les choses, quoi. Quand l'acteur public devient un enjeu de souveraineté, c'est souvent des questions posées par l'État plateforme. Est-ce que ça accélère la mise en mouvement des citoyens? Et en fait, on a fait le lien ici beaucoup avec l'idée, est-ce que ça ne lui permettrait pas d'avoir une posture normative plus forte? Parce que c'est des intuitions qu'on a vues émerger sur certains de nos terrains, notamment sur le terrain nantais,
que grâce au numérique, grâce aux enjeux des données, notamment à la captation de données, à leur ouverture, à leur mise en circulation, il allait pouvoir avoir plus d'influence sur les comportements. On a pu discuter un peu de nudge et autres coups de pouce pour influencer les comportements, et avec cette idée que finalement, ça allait peut-être être un levier d'engagement des citoyens plus important, à condition que l'acteur public soit souverain sur ces outils numériques. Je détaillerai plus tard. Troisième scénario, là, on a poussé l'idée que les citoyens reprennent la main avec un peu un scénario autour de la montée des communs et l'engagement de communautés. Alors, on a pu tester et voir émerger des choses comme quoi c'est propice quand même à l'engagement de citoyens plus vigilants. On a eu des exemples intéressants en Occitanie, d'exemples de cartographie collaborative et de coproduction de données qui donnent à voir quand même des formes d'engagement assez fortes et très ancrées dans les réalités des territoires. Je passe assez vite pour aller vers le dernier scénario. Et le dernier scénario, on a poussé l'idée, et si c'était les acteurs privés qui avaient la main, en fait, qui prennent le dessus, vers un numérique au service des puissants, en gros, dans un scénario où la relation aux citoyens elle est médiée par les GAFAM, pour aller vite. Qu'est-ce que ça ferait à l'engagement citoyen et au rapport à la transition? Pour aller vite, on a vu des avantages en termes d'inclusivité, on a vu aussi, en termes d'inclusion, on a vu des avantages donc que ça fasse baisser le coût d'entrée, que ça permette aussi à des collectifs peut-être plus souples de partager de l'information, mais on s'est aussi aperçu que ça risquait d'amplifier les antagonismes et de renforcer les polémiques et peut-être d'être un frein à l'entrée dans la complexité des controverses. Donc, je suis désolé de cette fin au pas de charge, mais ça m'amène à la conclusion. Je voulais juste rappeler qu'en fait, nos quatre tendances, ce qu'on se rend compte et ce qu'on voit sur nos terrains, c'est qu'elles se croisent. La réalité, elle est sûrement beaucoup plus autour d'une hybridation que de scénarios comme ça qui soit il y en a un qui s'imposerait ou qui cohabiterait. On est plutôt sur des logiques d'hybridation et il serait réducteur de voir des oppositions entre des gentils communs qui se opposeraient aux forces du marché ou à la normativité publique, et qu'en fonction des contextes, j'en reviens à mon idée de numérique situé, et notamment sur les débats sur les enjeux environnementaux, ça peut être cohérent de choisir des fois des environnements sociotechniques où un prestataire permet une interaction avec un large public. Quand il y a dans d'autres perspectives, on va faire appel à des solutions techniques gratuites, clés en main et faciles d'accès. On voit que ça peut avoir des effets aussi très positifs. On l'a vu dans notre phase de diagnostic avec la montée en puissance de groupes Facebook locaux qui permettaient à des citoyens de partager des pratiques. Et du coup, c'est une invitation vraiment à penser la dimension hybride des environnements capacitants et surtout, et peut-être, à changer de regard sur la technique pour arrêter de la penser toujours en termes d'apport de puissance, de capacitation en termes d'apport de puissance, mais bien plutôt en termes de soutenabilité et d'apport en termes de qu'est-ce qu'elle peut faire dans son milieu et dans le milieu dans lequel elle va être déployée. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis désolé du rythme un peu soutenu de cette présentation qui ne rend que partiellement hommage au travail collectif qui a été mené et qu'on a eu le plaisir vraiment de faire tous ensemble. Merci. Merci Clément et encore une fois merci à Bruno et Sabine pour les interventions précédentes. Alors, avant de donner la parole à Jean-Michel pour lancer la discussion, je fais un petit point timing. L'idéal, si on veut respecter le programme, c'est de finir à 17h45, donc ça nous fait 20 grosses minutes. Voilà, écoute Jean-Michel, je vais essayer de dire deux mots. Moi, j'ai considéré que dans le programme futur de Sit-in, c'était important de s'interroger sur
voilà, cette idée d'une prolifération des futurs dans le présent que porte vraiment l'idée de la transition que je mentionnais ce matin, qu'on peut voir de deux manières. C'est à la fois la transition invite et le schéma qu'a repris Sabine de l'exposé de Jacques Tess, qui invite à réfléchir sur comment, à quel type de projection invite la transition, donc avec des différentes conceptions qui posent à la fois des problèmes politiques et des problèmes de recherche pour les sciences sociales assez différents. Et puis, voilà, cette pression aussi, d'une certaine manière, bien illustrée par l'urgence climatique, des futurs dans l'ensemble de ce qui s'organise aujourd'hui. Donc je pense que c'est important d'essayer de réfléchir un peu à cette manière-là, comment donc la transition de ce point de vue-là interroge un ensemble de pratiques. Je sais pas, dans le colloque, là, ce matin, par exemple, on a vu beaucoup d'exposés pour lesquels ces questions, la transition écologique n'était pas forcément à l'horizon de l'action. C'était beaucoup d'autres motivations de mise en mouvement, que ce soit dans les magasins gratuits, sur les questions de travail, et tout ça, mais qui les croisent forcément à un moment donné, qui croisent les questions de transition écologique, avec sans doute une capacité de la transition à redistribuer justement un peu les débats et les acteurs. Donc il y a ça. Puis le deuxième aspect, je pense, moi je travaille, vous savez, avec Francis Chateau-Renaud, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de futur et donc à qui j'avais demandé de venir discuter, mais il a un séminaire du labo là en ce moment aussi, donc ça lui était pas possible d'être à deux endroits à la fois, et donc il a beaucoup insisté donc avec l'idée de matrice des futurs, justement sur les manières de mettre en récit les futurs, à la fois les échelles temporelles, les formes de modélisation et de logique d'action, et puis le fait aussi que se jouait dans cette mise en récit des futurs, finalement, des praxis instituantes, des formes de valuation de ce qu'est le futur désiré, qu'il a essayé après de modéliser en 4 grands régimes d'énonciation des futurs. Je ne veux pas rentrer plus là-dedans, mais c'est simplement pour dire, voilà, c'est cette idée-là qui converge tout à fait avec ce que nous présentait aussi Jacques Tess, et à la fois des conceptions de la transition assez différentes, mais qui portées par des régimes d'énonciation des futurs qui sont eux-mêmes assez différents. Donc, de ce point de vue-là, les 3 exposés, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles je pense c'est utile de revenir, parce que se pose dans les différents exposés une tension entre la capacité à produire à concevoir l'action, à inscrire l'action dans des futurs ouverts, ou ce qui est largement le cas, je pense, pour l'exposé de Bruno Villalba, et on se souvient que dans les ateliers, il nous avait parlé de pragmatopie, avec justement ce rapport à un futur ouvert, la capacité à maintenir un futur ouvert. Dans ce que nous dit Sabine, la difficulté justement à maintenir ce futur ouvert, qui était le projet de la municipalité, ouvert sur la participation, mais ouvert aussi sur l'ampleur des transformations voulues à travers le PLU, et un cadre de politique publique qui tend à formater, disons, la possibilité de penser le futur, donc qui crée une tension très forte. Et dans ce que Clément Mabi nous dit du projet NUMACT, en fait, c'est une méthode de scénario qui est utilisée. Donc, en tant que telle, la méthode de scénario fixe
se pose pas forcément. Bon, il y a eu beaucoup de débats autour de méthodes de scénario, prospectives, participatives, plus ouvertes. On voit bien que dans la méthode se pose cette question de comment on laisse ouverts ou non les futurs, ou est-ce que beaucoup de scénarios étant souvent simplement des prolongements du passé. On se souvient, par exemple, je me souviens des travaux qui avaient été faits sur de prospective d'usage du territoire, qui essayaient de voir si la conflictualité allait augmenter il y a une quinzaine d'années. Et voilà, donc souvent les scénarios essayent de prolonger des tendances passées pour voir où sont quels sont les points de rupture ou de bifurcation possibles. Et les méthodes participatives en prospective essayent plutôt d'ouvrir beaucoup plus les futurs. Donc on peut voir des modes de construction à travers les dispositifs même, dispositif du PLU qui est un dispositif officiel, le dispositif, disons, porté par l'UPC, mais qui est encadré quand même dans cette logique de métropolisation et donc qui ne permet pas tout à fait tous les futurs, ou dispositif de scénarisation fait à partir de résultats de recherche, des manières de construire des récits possibles du futur ou de la transition, assez cadrés, assez différents. Alors simplement, donc voilà, et qui sont intéressants, je pense, justement parce que c'est pour l'ensemble des travaux de recherche là, du programme, parce que ils donnent des polarités un peu dans lesquelles peuvent se retrouver beaucoup d'expérimentation. Après, possible, pour revenir à des questions, moi, une question plus spécifique à chacun des exposés. Ce que j'ai trouvé très intéressant, Bruno, dans l'exposé, et voilà, c'est cette idée qu'il existe des briques partagées qui permettent un dialogue entre des récits très différents. Et après, tu nous dis, et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur l'articulation entre les deux. Après, tu nous dis que ces récits sont matérialisés. Et là, on est dans ce qu'évoquait Geneviève Pruvot tout à l'heure. Il y a des champs, donc c'est matérialisé. On a vu une photo de Vincent Boutry en train de, je ne sais plus s'il semait mais bon, voilà, on est sur un champ, cette matérialisation, et puis c'est une ferme urbaine, quoi. Donc cette matérialisation, elle passe par voilà, la démocratie au champ, comme dirait Joël Zask. Et donc on est sur un registre assez différent. Je trouve que voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant, à la fois d'avoir des briques de récit et donc une mise en récit où un dialogue est possible, même s'il y a des horizons très différents, et puis quelque chose qui est de l'ordre de la matérialisation, qui me semble assez différent et qui fait écho à beaucoup de choses qu'on a entendues au cours de la journée, que ce soit sur le projet Tacite, sur d'autres, ou justement l'insistance sur des attachements concrets, des dispositifs concrets qui permettent justement de matérialiser les questionnements, donc qui ne sont pas de l'ordre de la mise en récit. Donc voilà, cette tension entre mise en récit d'une certaine manière et matérialisation, où finalement le futur, il se matérialise dans le fait de commencer à cultiver la terre, si je peux résumer les choses comme ça. Pour Sabine, voilà, le PLU, c'est une procédure administrative, donc il y a une logique planificatrice. C'est très clairement qui limite la portée d'une certaine manière, ou qui dit la manière de construire le récit. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans l'insistance que vous avez mis, j'aimerais que tu reviennes là-dessus, sur
la méthodologie participative, et tu dis que des fois il y a eu le choix de mettre plus en avant la méthode participative, la participation comme forme politique, disons, plutôt que l'objectif de la transition. Comment ça, finalement, vous êtes arrivé à faire rentrer le débat, qui est un débat proprement politique, sur l'ampleur des transformations que vous vouliez impulser dans la commune, sur les modes d'habiter dans la commune. Tu as donné un chiffre là, que j'ai oublié, mais qui était très important sur donc redensifier, sortir complètement du modèle classique, surtout pas que dans la bio-vallée de la Drôme, de la maison individuelle et de l'extension et de formes d'étalement comme ça de l'habitat individuel, sortir de ce modèle-là. Comment comment vous avez mis ça en débat à l'intérieur d'une procédure planificatrice qui, quand même, au bout du compte, vise à d'une part, faire un zonage, et puis à distribuer la propriété, quoi, ou à dire comment se distribue la propriété, les usages du sol, pas seulement la propriété et les usages du sol, mais donc qui est forcément, et plus on avance dans la procédure, qui est de plus en plus normée, et rend difficile un débat sur une transformation politique qui est là dans toutes les villes, mais en plus dans un village, touche vraiment les gens individuellement, quoi. C'est-à-dire obligerait les gens d'une certaine manière individuellement à projeter leur mode de vie publiquement d'une certaine manière, parce que c'est ces projections de mode de vie qui vont finalement venir s'inscrire dans le PLU. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais voilà, j'ai perçu une tension entre un objectif politique de transformation et une procédure qui cadre et qui peut-être rend difficile de débattre publiquement de choses qui touchent assez intimement finalement les gens dans ce qu'ils peuvent projeter de leur vie, de leurs enfants. Gildas Renaud, par exemple, s'intéressait à ça, comme les projets qu'ils peuvent avoir pour leurs enfants, etc. Et puis sur Numact, tout de suite, j'insisterai sur une dimension qu'on a abordée un peu tout à l'heure, sur le fait que les dispositifs de participation, ils doivent s'ajuster aux situations, et on a eu beaucoup de choses dans les différents projets qui montraient les difficultés de cet ajustement aux situations. Mais c'est un peu la question que je posais d'ailleurs à Sabine, c'est la difficulté à ajuster des dispositifs à des situations qui sont à la fois des situations concrètes justement, mais des situations de mise en mouvement des gens et des objets précis à analyser et à examiner collectivement. Et comment ça, voilà, la méthode des scénarios, est-ce qu'elle est adaptée, est-ce qu'elle est voilà, elle tend à globaliser par nature, hein, c'est la méthode des scénarios étant à globaliser énormément les choses, et finalement les 4 scénarios que tu décris, ils sont très globaux, quoi. Ils ressemblent, voilà, ils sont du même ordre que les 4 conceptions de la transition qu'avait pu nous présenter Jacques Test. Mais tu vois, Jacques Test, il avait fait l'effort à partir de ça, de dire, voilà, quelles questions politiques chacun pose, quelles questions, quelles questions de recherche spécifiques ça pose. Et donc là, c'est peut-être parce que ton exposé a été rapide et donc c'est pas, ne prends pas comme une critique, mais c'est ça. J'aimerais t'entendre sur voilà, une fois qu'on a construit ces scénarios, qu'est-ce qu'on ta conclusion dit dans la réalité ils s'hybrident, mais je crois je dirais c'est pas le problème qui s'hybride, dans la réalité tout s'hybride un peu, mais c'est le problème, c'est qu'est-ce qu'on en tire de chacun comme question de recherche et question politique,
par rapport à l'objectif du projet qui était de spécifier un peu la place du numérique dans une transition démocratique. Voilà. Ok, merci Jean-Michel. Alors, je redonnerai bien la parole à chacune des trois équipes. Ouais, c'est moi qui. Ouais, vas-y. Ouais, je vais essayer de répondre à l'interrogation de Jean-Michel. Pour moi, la matérialisation des actions qu'on mène, cultiver le sol, faire un achat groupé, faire un habitat partagé, c'est des actions du présent, voire du passé, qu'on connaît déjà. Et pour moi, la matérialisation du futur, elle se construit dans le récit qu'on va mettre autour de ces actions du présent et du passé. Et je pense que le récit se fait pour moi sur deux notions, ce qui justement crée le débat. C'est la notion d'effondrement qui a réussi à ouvrir un espace de débat et à sortir, je dirais, du business as usual. Alors, en positif, en négatif, ça amène, mais ça crée vraiment des discussions et ça change l'imaginaire. Et puis le deuxième mot, c'est l'entraide. C'est-à-dire qu'en fait, l'entraide aussi questionne la question sociale. Dans les quartiers populaires, on parle beaucoup de solidarité et on est dans une solidarité qui a été construite autour du caritatif et de l'insertion, c'est-à-dire d'une idée de rattrapage dans la norme. La notion d'entraide, tout d'un coup, elle bouscule c'est ce modèle dominant de la solidarité et elle essaie de reconstruire justement dans un rapport plus égal de la solidarité, mais en amenant aussi les classes moyennes à changer leurs normes vers la sobriété. Et donc, je trouve aussi que cette notion d'entraide, elle est intéressante pour bousculer un peu tout le travail social et le caritatif qui est très présent dans des villes comme Roubaix. C'est tout. Merci beaucoup. Sabine, est-ce que tu veux… Ouais. Ouais. Vous m'entendez ? Ouais, super. Ouais. Donc oui, si, elle était très claire, la question de Jean-Michel. Et c'est vrai que j'ai pas pu le développer, j'ai vraiment pas de temps. Mais effectivement, ce qui est apparu très, très fortement dans cette mise à l'épreuve là par le PLU, c'est vraiment cet écrasement du politique par la technique, par la procédure, et donc cet écrasement de cet enjeu phénoménal qui est de transformer les modes de vie des personnes, et qui n'est avec très peu d'espace possible pour le discuter dans une procédure de PLU, et un écrasement systématique par la technique, parce que tout est finalement réfléchi et réduit à des chiffres, notamment… est-ce que vous m'entendez là, en fait, parce que je ne vous vois plus? Ah oui, ok, pardon. C'est juste que t'étais très figé, hein. Et donc cet écrasement par les chiffres où en fait tout est contenu en fait dans un chiffre. Mais derrière un chiffre de densité, par exemple, il peut y avoir des choses très très différentes. Et ça ne dit pas en fait la densité moyenne de logements sur une commune ne dit pas du tout le projet d'habitat qu'il y a derrière. Et en fait, ça a été très compliqué parce que les habitants ont travaillé sur ces projets d'habitat en se disant comment on peut rendre en fait vivable un modèle, en plus qui était vécu, enfin là j'en ai pas du tout parlé, mais c'est un modèle vécu comme l'imposition d'un modèle urbain sur un espace rural qui n'a pas les mêmes préoccupations, pas les mêmes enjeux, qui a la pression déjà de faire sa part là où la commune, où la métropole ne le fait pas, etc. Donc j'ai pas parlé de tout ça, mais qui a ce grand sentiment d'injustice aussi et l'impression de rapport de domination qui est très fort en fait. Et donc les habitants du dispositif participatif a été vraiment dans cet essai en fait de trouver des solutions très adaptées localement aux enjeux et de présenter, on va dire, un projet qualitatif en termes de mode d'habitat qui ne se résout pas seulement à une question de chiffres. Et ça, en fait, il y a très peu d'espace pour le faire entendre et c'est même pas entendable à la fin par les services de l'État. Donc c'est très compliqué. Ça a été vécu très difficilement en fait, à la fois pour les élus, pour le bureau d'études, par les habitants qui ont vu ça. Et d'ailleurs, j'en ai pas du tout parlé non plus, mais il y avait un garant de la concertation de la CNDP qui était là pour suivre, et on a écrit au préfet en fait pour témoigner de ces difficultés qu'on rencontrait sur des enjeux aussi importants que la transformation des modes de vie et une incapacité du dispositif public à donner de l'espace pour ça. Et après, je reviens sur une question qui était dans le chat aussi. C'est pareil, en fait, in
fine, on pourrait dire, quand on regarde le résultat, donc les gestionnaires étaient très contents, hein, les services de l'État, le garant de la concertation, le commissaire d'enquêteur public, etc. Parce qu'in fine, bon, on a fait beaucoup de concertation et on arrivait à des objectifs qui sont peut-être en fait guère mieux que ce qui était vraiment attendu, en termes, encore une fois, de chiffres. Sauf qu'en fait, il faut voir ce qu'il y a derrière. En fait, derrière toute cette discussion, on n'a pas servi que à ça. En fait, toute cette discussion, en fait, on est arrivé à un compromis qui est extrêmement dur, dans le sens où il a été dur à obtenir, et dans le sens où il est aussi probablement assez solide, parce qu'en fait, il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait de sensibilisation aux enjeux, d'appropriation des enjeux, d'explicitation de pourquoi on faisait ça, de comment on pouvait le faire, avec beaucoup de détails et de matérialisation de qu'est-ce que ce serait demain. Et concrètement, comment on allait opérationnaliser ces objectifs-là, qui ne sont pas que des chiffres. Donc, ça passe par par exemple, pour les matérialisations, mais ce récit-là, il a été matérialisé par le fait que les personnes ont manipulé des maquettes de à quoi ressemblerait un projet de lotissement concrètement demain. Et donc, ils ont aussi opérationnalisé. On a demandé, le bureau d'études a fait des dessins très précis, très territorialisés de à quoi pourrait ressembler l'habitat demain. Voilà. Et juste le dernier point, c'était de dire non, mais je vais m'arrêter là. Je vais juste dire que ce qui arrivait très fortement et j'ai pas eu le temps de développer, c'était cette question de la politisation. En fait, ce projet de PLU, il a eu vraiment un gros effort de politisation au niveau des individus et de l'ensemble du village. Et il y a beaucoup d'enjeux qui ont été évoqués dans le cadre de la révision du PLU, qui n'ont absolument pas trouvé de débouché dans le cadre de la révision du PLU, mais qui sont encore sur la table de l'agenda public, et pas seulement de l'agenda public, mais aussi d'initiatives de la société civile, voire notamment de l'économie sociale et solidaire, qui pendant le même temps, on n'en a pas parlé, là, s'est beaucoup développé, a beaucoup été appuyé, et qui maintenant prend un relais important, en fait, dans la façon de penser et faire la transition demain dans le village. Merci Sabine. Vas-y Clément. Très brièvement, merci Jean-Michel, parce qu'en fait, effectivement, c'est exactement ce que tu dis, quoi. C'est-à-dire que on voit, et c'est assez classique, que les dispositifs participatifs, ils doivent s'ajuster aux situations. C'est pas toujours simple, et que c'est souvent d'ailleurs ce petit décalage qu'on étudie. Et notre idée, en fait, avec les scénarios et avec l'identification de ces tendances, c'était d'accélérer le processus d'ajustement, en fait. Et de pouvoir observer ce qui se jouait. Et en fait, c'est ma conclusion à moi qui n'était pas ajustée, je pense, parce que ce qu'on a produit pour terminer, c'est un ensemble de pistes de recommandation. On termine en disant, en fait, s'il y a autant de décalage et que les processus sont peu ajustés, c'est parce qu'on pense que les technologies qui sont mobilisées ne le sont pas dans une perspective d'environnement capacitant. Et donc, on essaye de proposer des leviers pour imaginer cet environnement capacitant. Donc, c'est un peu ça notre idée. Et surtout, et pour rebondir juste sur une question qui a été posée dans le chat, d'essayer d'arrêter de parler du numérique comme ça, un peu en l'air et d'une manière trop générique, et de bien situer un peu ce qu'on voulait entre les transformations des outils d'action publique autour des données, les plateformes plutôt participatives, l'appel aux réseaux sociaux, pourquoi, comment, et qu'est-ce que tu arrives à en faire. Essayer de situer dans ces différents scénarios les leviers en fonction de ce que l'acteur public aussi voulait faire, pourquoi il pouvait réussir à mobiliser certains outils. Donc, tu as raison, j'aurais dû finir là-dessus, en fait. J'aurais été encore plus long, forcément, mais voilà, en tout cas, merci, tu m'invites à préciser une étape importante. Je m'arrête là. C'est une invitation pour la conclusion du rapport. Je l'ai bien noté. Super. Écoutez, merci beaucoup. J'ai l'impression que niveau timing, on n'est pas trop mal. On est même plutôt pas mal du tout. Et je suis pas sûr d'avoir été hyper attentif au chat. Moi, j'avais noté la question qui t'était adressée, Clément, mais du coup, tu y as un petit peu répondu. Tac. Écoutez, j'ai pas complètement préparé de mots de fin de cette première journée, mais c'est peut-être pas nécessaire. Du coup, je vous remercie. Je remercie toutes les équipes pour leur présentation. Juste parce que moi non plus là, comme j'ai fait la discussion, j'ai pas
pas regarder précisément le chat, c'est difficile de faire tout en même temps. Mais s'il y a une prise de parole, une question, on peut urgente qui ne peut pas attendre demain, elle peut être posée au moins, et puis on y répondra demain. Mais sinon, on peut effectivement mettre. C'était une journée dense, mais extrêmement intéressante. Oui, je partage le constat. Et ben écoutez, vu qu'il n'y a personne qui se manifeste complètement, je vous propose qu'on mette fin à cette première journée. Encore merci aux intervenants, aux intervenantes et aux discutants et discutantes. Je réfléchis à une autre stratégie pour que ma pancarte pour demain. Je trouverai mieux. Et ben écoutez, demain on se retrouve à 9h15. 9h15 et c'est sur un autre lien. Voilà, pour ça sert à rien de rester ouvert toute la soirée. Vous pouvez éteindre vos ordi. Bonne soirée, enfin bonne fin de journée, bonne soirée et à demain.